Lucas venait tout juste de proposer le divorce. Moi, qui avais veillé sur ma belle-mère paralysée pendant cette longue année, je saisis calmement ma valise contenant 30 000 € et pris la main de ma fille pour franchir le seuil de la porte. Il me demanda, stupéfait, « Pourquoi ne me supplies-tu pas ?» Je répondis simplement, « Je n'en peux plus. » C'était une matinée de juin écrasée de chaleur dans cette petite ville de Provence. Je me tenais près de la table à manger, un bol de potage fumant à la main, soufflant précautionneusement sur chaque cuillerée pour la tiédir avant de la porter à la bouche de ma belle-mère. Monique, assise dans son fauteuil roulant, avait le visage crispé par l'inconfort et la méchanceté. Son regard posé sur moi ne contenait pas la moindre étincelle de gratitude, seulement la surveillance impitoyable et l'amertume d'une femme clouée au lit depuis 7 ans. Je dis doucement, « Maman, le potage a refroidi, ouvrez la bouche pour manger un peu et reprendre des forces. » Monique laissa échapper un grognement froid, ses yeux vitreux me foudroyèrent, et soudain, elle agita violemment le bras. Le bol que je tenais fut projeté au sol. Le bruit de la porcelaine se brisant résonna brutalement. Le liquide brûlant éclaboussa mes vêtements et mes jambes, provoquant une douleur cuisante. Saisi d'effroi, je me baissai précipitamment pour ramasser les éclats tranchants éparpillés sur le carrelage froid. Un morceau de porcelaine entailla mon index, et le sang jaillit aussitôt, rouge sombre, goûtant dans la flaque de soupe blanchâtre sur le sol. Monique éleva sa voix rauque, maladroite. « Tu essaies de m'étouffer ou quoi? Tu n'entends pas ce que mon fils te dit pour rester planté là comme une idiote ?» Je me mordis la lèvre, refoulant la douleur au bout de mon doigt, pris un mouchoir en papier pour éponger le sang en silence et continuer de nettoyer le désordre qu'elle venait de causer. De l'autre côté de la table, Lucas, mon mari, était toujours assis là, d'un calme cruel. Il ajustait son bracelet de montre en cuir coûteux. Un cadeau d'anniversaire pour lequel j'avais dû me priver de petit déjeuner pendant 3 mois l'année précédente. Lucas portait une chemise blanche impeccablement repassée, ses boutons de manchette étincelants soulignant son allure de directeur adjoint prospère. Il ne jeta pas un seul regard aux doigts sanglants de sa femme, ni ne se soucia des jérémiades de sa vieille mère. Il était absorbé par une poussière invisible sur sa manche. D'une voix monocorde, comme s'il discutait d'un dossier au bureau, il dit, « Manon, je te parle. Divorçons. » Je ramassai le dernier éclat de porcelaine, le jetai à la poubelle et me redressai lentement. Mon dos était endolori après une longue nuit de veille pour changer les protections de ma belle-mère. Je regardais cet homme que j'avais aimé pendant 10 ans, avec qui j'étais marié depuis 7 ans, et pour la famille duquel j'avais sacrifié toute ma jeunesse. Je répondis, d'une voix étrangement calme, « J'ai entendu. » Lucas fronça les sourcils, visiblement mécontent de mon attitude trop posée. Dans son imagination, j'aurais dû pleurer à chaudes larmes, m'agenouiller à ses pieds et le supplier de ne pas m'abandonner, comme j'avais toujours enduré silencieusement les humiliations de sa mère toutes ces années. Il s'adossa à sa chaise, prenant cet air supérieur de celui qui détient le droit de vie ou de mort, le ton teinté d'arrogance et d'hypocrisie, « Maman est paralysée depuis 7 ans, sa santé décline, elle a besoin de soins médicaux professionnels que tu ne peux pas lui offrir. J'ai bien réfléchi, nous devrions nous libérer mutuellement. J'engagerai une infirmière privée pour s'occuper d'elle. » Je regardais Monique, qui affichait une joie malveillante en voyant son fils rejeter sa belle-fille. Pendant 7 ans, je m'étais levé à 5 heures du matin, j'avais fait sa toilette, cuisiné, donné chaque cuillerée de nourriture, nettoyé ses besoins sans jamais me plaindre. En retour, je n'avais reçu que du mépris et des insultes, tandis que Lucas devenait de plus en plus froid, rentrant tard le soir. Soudain, une sensation de légèreté m'envahit, comme si un rocher de 1000 kilos pesant sur ma poitrine venait d'être soulevé. Pas de douleur, pas de désespoir, juste un soulagement tel que j'avais envie d'éclater de rire. Il s'avérait que j'attendais cette phrase de lui depuis très longtemps, je n'avais simplement pas eu le courage de la prononcer moi-même. Je fixai Lucas droit dans les yeux, sans ciller, mes pupilles reflétant l'image de cet homme ingrat. Je dis, « D'accord. Si c'est ce que tu veux, j'accepte. Moi aussi, je ne supporte plus cette famille. » Lucas se figea, sa petite cuillère heurta le bord de sa tasse à café dans un tintement clair. Il ne s'attendait pas à ce qu'une personne aussi soumise que moi puisse accepter aussi rapidement et fermement. Mais très vite, la surprise disparut pour laisser place au calcul pragmatique au fond de son regard. Il dit, « Bien. Si tu es aussi raisonnable, nous gagnerons du temps. Mais nous devons clarifier les conditions du divorce. » L'atmosphère dans le salon s'alourdit,
on n'entendait plus que le tic-tac sec de l'horloge murale et la respiration sifflante de Monique. Lucas, les mains jointes sur la table, prit l'allure d'un négociateur prêt à écraser son adversaire. Il me regarda, ses yeux parcourant mes vêtements d'intérieur usés, avec un mélange de pitié et de dédain. Cette maison de campagne est un bien que j'ai acquis avant le mariage, tu n'y as pas contribué, donc tu n'auras rien. La voiture est au nom de l'entreprise. Quant aux économies, les affaires sont difficiles ces temps-ci, j'ai tout investi dans un projet. J'écoutais en silence, un sourire amer au fond du cœur. 7 ans en tant qu'épouse, je connaissais les finances de cette maison mieux que le chef comptable de son entreprise. Il prétendait ne pas avoir d'argent, mais le mois dernier, il venait de changer de voiture. La semaine dernière, il avait offert à sa secrétaire un sac de luxe valant plus que mon budget course d'une année entière. Lucas marqua une pause, comme s'il s'apprêtait à m'accorder une faveur immense. Il poursuivit, mais compte tenu du fait que tu as pris soin de maman pendant 7 ans, je te donnerai 2000 €. Cette somme suffira pour louer une chambre et vivre quelques mois le temps que tu trouves un travail. Quant à Chloé, tu es actuellement au chômage, sans revenu, le tribunal ne te confiera pas la garde, donc elle restera avec moi. 2000 € pour 7 ans de jeunesse. 2000 € pour des milliers de nuits blanches. 2000 € pour des mains calleuses et cicatrisées par les travaux ménagers. Il évaluait ma vie à un prix dérisoire. Mais ce qui me révoltait le plus, c'était qu'il osait réclamer la garde de notre fille. Une fille qu'il n'avait jamais emmenée à l'école un seul jour, dont il ignorait les plats préférés ou les peurs. Je ne criais pas, je n'insultais personne. Je marchai calmement vers la chambre, ouvris le tiroir de la table de chevet et en sortis un carnet à la couverture de cuir noir élimé. C'était mon objet inséparable depuis 7 ans, où je notais méticuleusement chaque dépense, chaque tâche, grande ou petite, dans cette famille. Je revins et posai le carnet avec un bruit sourd sur la table en verre devant Lucas. Je dis, articulant chaque mot, Lucas, ne parlons pas encore de qui élèvera l'enfant. Faisons d'abord un petit calcul économique. Lucas fronça les sourcils en regardant le carnet, perplexe. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'y a-t-il à voir dans ce vieux carnet? J'ouvris la première page, couverte de chiffres et de notes datées. Je dis, tu es un homme d'affaires. Tu connais sûrement le coût actuel d'une aide à domicile et d'une infirmière en France. Pour une infirmière qualifiée s'occupant d'une personne paralysée 24h24, nourrie et logée, sachant faire de la kinésithérapie et cuisiner des repas diététiques, le prix du marché est au minimum de 2500 € par mois. Je tournai la page suivante, pointant du doigt les lignes concernant l'éducation de Chloé. Engager une nounou qui fait aussi du soutien scolaire, qui l'emmène et la ramène de l'école, s'occupe de ses repas et de sa toilette. Le tarif le moins cher est de 1500 € par mois. Sans compter une femme de ménage pour nettoyer, laver le linge et cuisiner pour toute la famille. Le marché actuel demande environ 1000 €. Lucas commença à blêmir. Il m'écarquillait les yeux comme s'il voyait une étrangère. Monique, sur son fauteuil roulant, ouvrit la bouche pour protester mais fut réduite au silence par mon assurance. Je continuai, la voix tranchante comme une lame, au total, chaque mois, si tu avais engagé des prestataires extérieurs pour faire ce que j'ai fait, tu aurais dépensé au moins 5000 €. Sur un an, c'est 60 000 €. Sur 7 ans, ce chiffre atteint 420 000 €. Et je calcule selon les tarifs les plus bas, sans compter les primes de fin d'année, les heures supplémentaires de nuit quand ta mère allait aux urgences ou quand ton enfant était malade. Je refermai le carnet et fixai mon mari qui restait sans voix. Tu me donnais 300 € d'argent de poche par mois, m'obligeant à gérer les repas pour toute la maison, les médicaments de ta mère, le lait et les couches de l'enfant. J'ai dû utiliser toutes mes économies de jeune fille, et l'argent que mes parents me donnaient en cachette pour combler le gouffre financier de ta famille. Maintenant, tu me jettes 2000 € en appelant ça une faveur? Tu me dois des centaines de milliers d'euros de salaire impayés. De quel droit oses-tu réclamer la garde de l'enfant? Le visage de Lucas passa du blanc au rouge, puis au violet de colère et de honte. Il ne s'attendait pas à ce que l'épouse qu'il considérait comme un parasite puisse calculer de manière aussi précise et tranchante. Il frappa du poing sur la table et se leva brusquement, « Toi! Tu oses faire des comptes d'apothicaire avec ton propre mari? Tu prends cette maison pour un marché ou quoi ?» Je le regardai, les yeux vidés de toute affection, ne laissant place qu'au mépris pour cet hypocrite. Je répondis, « Quand tu me considères comme un fardeau à jeter, je ne te considère plus que comme un mauvais payeur.
Tu veux un divorce à l'amiable? D'accord. Mais le prix n'est pas 2000 euros. Lucas me foudroya du regard, le visage congestionné comme un ivrogne. Il hurla entre ses dents serrées, tu oses compter chaque centime avec moi? Tout cet empire, c'est moi qui l'ai bâti, tu n'as fait que profiter à la maison, et maintenant tu veux faire la loi? Je ne flanchai pas devant sa colère. Je savais que ce n'était que la réaction faible de quelqu'un à court d'arguments. Je posai ma main sur le carnet. Le bruit du cuir contre le verre coupa net son flot d'agressivité. Je ne compte pas les centimes, je réclame justice. Tu dis que j'ai profité? Profité de quoi? De changer les couches de ta mère chaque nuit ou de recevoir un bol de soupe brûlante au visage ce matin. Si tu trouves cela si agréable, pourquoi n'essaies-tu pas de rester à la maison une journée? Lucas resta bouche bée. Il pointa un doigt tremblant vers moi, ne sois pas insolente. Je te préviens, au tribunal, tu n'auras pas un sou. Mon avocat prouvera que tu n'as aucun revenu, aucune capacité d'élever un enfant. Ne me reproche pas d'être sans cœur à ce moment-là. En entendant les mots « sans cœur », j'eus envie de rire. Ainsi, à ses yeux, chasser sa femme à la rue les mains vides était encore considéré comme avoir du cœur. Je me levai, me dirigeai vers le buffet et pris le téléphone qui y était posé face contre terre. J'attendais ce moment pour abattre la carte maîtresse que j'avais secrètement préparée. Je déverrouillai l'écran, effleurant la surface froide du verre. Je ne tendis pas tout de suite le téléphone à Lucas. Je regardai d'abord Monique, recroquevillée sur son fauteuil. Elle regardait son fils avec espoir, espérant qu'il punirait cette belle fille insolente. Je dis d'une voix grave mais parfaitement audible, « Tu menaces de me traîner en justice ?» Très bien. Mais avant d'appeler ton avocat, je pense que tu devrais écouter ceci. Et vous aussi, maman. Vous devriez entendre ce que votre fils dévoué a dit. J'appuyai sur le fichier audio. Une voix d'homme s'éleva, si familière qu'elle me glaça le dos. C'était la voix de Lucas, mais pas son ton professionnel habituel. C'était un chuchotement moqueur et calculateur. Dans l'enregistrement, Lucas disait, « Patiente encore un peu, Inès. La vieille à la maison a la vie dure, elle refuse de crever. Quand est-ce qu'elle va enfin passer l'arme à gauche? Dès qu'elle meurt, je vends cette maison et je mets l'argent pour nous acheter une villa. Quant à ma bonne femme de Boniche, laisse-la servir la vieille jusqu'à son dernier souffle, ensuite je la vire à la rue et c'est réglé. » L'air dans le salon sembla se figer. Lucas était pétrifié, le visage exsangue. Quant à Monique, ses yeux vitreux s'écarquillèrent au maximum, sa bouche émit des sons inarticulés, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues ridées. Elle regardait ce fils qu'elle avait choyé comme la prunelle de ses yeux, celui qu'elle avait toujours défendu pour m'opprimer, et qui souhaitait maintenant sa mort. J'arrêtai l'enregistrement et regardai Lucas trembler comme une feuille. « Alors? Tu veux toujours me faire un procès? Si cet enregistrement, accompagné des messages explicites que tu échanges avec ta secrétaire Inès, atterrit dans la boîte mail du PDG et sur les réseaux sociaux, penses-tu pouvoir garder ton poste de directeur adjoint? » Lucas se jeta vers moi pour arracher le téléphone, mais je reculai en le levant haut. Pas de geste brusque. J'ai sauvegardé 3 copies. Une sur l'ordinateur, une envoyée à ma meilleure amie, et une programmée pour un envoi automatique. Tant que je n'annule pas l'ordre, demain toute ton entreprise profitera du spectacle. Lucas s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains, l'air plus misérable que jamais. Il savait mieux que quiconque que sa carrière était sa vie. S'il était impliqué dans un scandale moral, doublé d'ingratitude envers sa propre mère et de détournement de fonds pour entretenir sa maîtresse, c'en était fini de lui. Après un moment, il releva la tête, les yeux rouges, la voix cassée, « Que veux-tu » Je répondis, 30 000 euros virés immédiatement sur mon compte et la garde exclusive de Chloé. En échange, je garderai le silence, considère cela comme le prix de la paix pour ton poste. Lucas serra les dents, tu es folle. 30 000 euros? Où veux-tu que je trouve autant de liquidités maintenant? Je souris froidement. Ne joue pas au pauvre avec moi. Ton compte d'épargne secret à la banque contient bien plus que ça, au nom de ta sœur. Tu croyais que je ne savais pas? Je te donne 1 heure pour faire le virement. Sinon, nous coulerons tous ensemble. L'horloge murale égrenait les secondes lourdement. Lucas était assis là, ruisselant de sueur malgré la climatisation. Il prit son téléphone, les doigts tremblants,
composant probablement le numéro de sa sœur pour retirer l'argent de ce fond noir qu'il avait si soigneusement caché. Monique était toujours sur son fauteuil, mais elle ne me regardait plus avec haine. Elle fixait le vide, bavant légèrement sans même penser à s'essuyer, le visage décomposé. Je partis dans la chambre tirer la valise que j'avais secrètement préparée depuis une semaine. Elle ne contenait que quelques vêtements pour nous deux, nos papiers et le vieux doudou de Chloé. Je ne pris rien de ce que Lucas m'avait acheté, même pas les robes qu'il m'avait offertes pour l'accompagner au dîner d'affaires au début de notre mariage. Quand je revins au salon avec la valise, mon téléphone notifia un message de la banque. Une suite de chiffres rassurantes, 30 000 euros. Lucas me regarda, les yeux pleins de rancœur. L'argent est là. Efface toutes les preuves. Je pris mon téléphone, tapotai quelques instants devant lui puis lui montrai l'écran vide. J'ai effacé sur cet appareil. Mais tu sais, j'ai besoin d'une garantie. Quand Chloé et moi serons installés, j'effacerai les copies de sauvegarde. Sois tranquille, je tiens parole, je ne suis pas comme toi. Lucas grogna dans sa gorge mais n'osa rien faire. Il savait que je tenais le manche. Il se tourna vers Monique pour tenter une explication, mais elle détourna la tête, ses épaules maigres secouées de sanglots. La trahison de son fils chéri était sans doute plus douloureuse que sa paralysie. Je m'approchai de Monique. Pour la dernière fois, je regardais cette femme qui m'avait tourmenté pendant 7 ans. Étrangement, je ne ressentais aucune joie, seulement de la pitié. Je dis, prenez soin de vous, maman. À partir d'aujourd'hui, priez pour que la nouvelle belle-fille ou la maîtresse de Lucas ait la patience de vous donner la béquée comme je l'ai fait. Je m'en vais. Monique émit un son étouffé, sa main crispée tenta de s'avancer pour attraper le PAN de ma veste, mais je reculai doucement. Ce geste n'était pas une marque d'affection, c'était la peur de celle qui perd son unique soutien, un soutien qu'elle avait traité comme un déchet. Je pris la main de Chloé qui sortait de sa chambre. La petite regarda son père, puis sa grand-mère, serrant son ours en peluche. Elle demanda, « Maman, où est-ce qu'on va? Papa ne vient pas avec nous ?» Lucas regarda sa fille, son regard vacilla un instant, mais l'égoïsme reprit vite le dessus. Il ne s'avança pas pour l'embrasser, ni ne dit au revoir. Il resta assis à surveiller son téléphone comme s'il craignait que ses secrets ne s'envolent. Je me penchai pour ajuster le col de ma fille, souriant pour la rassurer, « Toi et moi, on part pour un long voyage. Juste nous deux. Papa est occupé par son travail, ma chérie. » Je traînai la valise vers la porte. Soudain, la voix de Lucas résonna dans mon dos, pleine de doute et d'amertume, « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas supplié? Tu pars les mains vides, sans métier. Comment vas-tu vivre loin de moi? Tu aurais dû te mettre à genoux. » Je m'arrêtai, serrant la poignée de la valise. Sans me retourner, le dos bien droit, je répondis d'une voix légère comme une brise, « Parce que je n'en peux plus. » Tu crois que ces 30 000 euros sont une fortune? C'est juste le dédommagement pour ma main-d'œuvre. Quant à ma jeunesse, mon amour et ma confiance, même une montagne d'or ne pourrait pas les racheter. Adieu. J'ouvris la porte, la lumière crue du soleil inonda l'entrée, éblouissante mais libre. Camille, ma meilleure amie depuis l'université, m'attendait au bout de la rue dans sa vieille Renault 4. Je ne me retournai pas vers la maison de campagne blanche que j'avais un jour appelée mon foyer. Chloé, assise à côté de moi dans la voiture, regardait le paysage défiler, demandant parfois, « Maman, quand est-ce qu'on arrive ?» Je lui caressai la tête. « Bientôt, mon amour. Notre nouvel endroit est un peu petit, mais il y a une fenêtre qui donne sur un grand arbre. C'est très beau. » Camille ne posa pas de questions. Elle savait qu'à cet instant, toute parole était superflue. Elle nous conduisit vers un petit gîte situé dans un village voisin. La pièce faisait à peine 30 mètres carrés, au rez-de-chaussée. Les murs peints en crème avaient jauni, le mobilier se résumait à un lit double, une armoire en tissu et un coin cuisine minuscule. C'était loin du confort de la grande maison que je venais de quitter. Mais pour moi, c'était le paradis. Camille dit, l'air gêné, « Manon, installez-vous ici pour le moment. C'est petit mais le quartier est sûr. J'ai déjà payé 3 mois de loyer, ne t'inquiète pas. » Je regardai la pièce vide, puis Camille, et les larmes finirent par couler. « Merci, Camille. Sans toi, je ne saurais vraiment pas où aller. » Camille me tapota l'épaule, « Ne sois pas bête, à quoi servent les amis?
Repose-toi, je vous apporterai le dîner ce soir. Une fois Camille partie, le silence s'installa. Chloé explora la pièce, curieuse, puis sauta sur le lit. Pour elle, ce n'était qu'une aventure amusante. Maman, papa vient dormir ici ce soir? La question innocente me transperça le cœur. Je la serrai contre moi, respirant l'odeur de lait dans ses cheveux. Je mentis, en essayant de paraître joyeuse, papa est parti en mission très loin, ma chérie. Il ne rentrera pas avant longtemps. On va jouer à la dinette ici toutes les deux en l'attendant. Chloé hocha la tête vigoureusement. D'accord, je vais cuisiner pour toi, maman. La première nuit dans le gîte, je ne pus fermer l'œil. Les bruits de la rue, les voisins qui discutaient, tout m'était étranger. J'avais 30 000 euros, ce qui n'était pas rien, mais la peur de l'avenir m'encerclait. J'avais 32 ans, 7 ans de vide sur mon CV, aucune expérience récente. La société avait changé à une vitesse folle. Pourrais-je rattraper le temps perdu? Je me tournai vers ma fille endormie. Sa respiration régulière me rappelait que je n'avais pas le droit à l'erreur. 3 jours après avoir quitté Lucas, je commençais ma recherche d'emploi. Je trouvai dans ma valise un vieux tailleur de mes débuts. Heureusement, il m'allait encore. Camille m'avait recommandé pour un poste administratif et RH dans une petite société de négoce tenue par une de ses connaissances. J'arrivais avec 15 minutes d'avance, serrant mon maigre dossier. Sandrine, la directrice des ressources humaines, une femme de mon âge, parcourut mon CV en fronçant ses sourcils parfaitement épilés. Madame Manon, je vois un grand vide dans votre dossier. De vos 25 ans à aujourd'hui, soit 7 ans, vous n'avez travaillé nulle part. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Je pris une profonde inspiration. C'était la question que je redoutais le plus. Pendant 7 ans, j'étais femme au foyer à plein temps. Je m'occupais de ma belle-mère paralysée et de mon enfant en bas âge. Sandrine referma le dossier avec un sourire poli mais distant. Je comprends votre situation familiale, mais nous cherchons quelqu'un avec des compétences, capable de gérer la pression. Une personne habituée aux fourneaux et aux couches depuis 7 ans risque le choc thermique en revenant en entreprise. Nous ne faisons pas de charité ici. Ces mots me cinglèrent comme de l'eau glacée. Pas de charité. Mais je pensais à Chloé, au loyer, au regard méprisant de Lucas. Je ne pouvais pas échouer maintenant. Je regardais Sandrine droit dans les yeux, une flamme s'allumant en moi. Madame Sandrine, je comprends vos doutes. Mais ne sous-estimez pas une femme au foyer. Savez-vous ce que c'est que de s'occuper d'une personne hémiplégique? Cela demande 100 fois plus de patience que de gérer un client difficile. Je devais gérer un emploi du temps à la minute près pour les médicaments, les repas, l'hygiène, tout en assurant la tenue de la maison. Je devais équilibrer un budget serré comme un chef comptable. Je devais gérer les conflits familiaux, ce qui relève de la diplomatie et des ressources humaines. Je n'ai pas chômé pendant 7 ans, je travaillais 16 heures par jour sans salaire ni congé. Si j'ai survécu à cela, aucune pression de bureau ne me fera peur. La pièce resta silencieuse quelques secondes. Le regard de Sandrine changea, passant du dédain à la surprise, puis au respect. Elle tapota le dossier avec son stylo. Vous avez du répondant, Manon. D'accord, je vous donne une période d'essai. Le salaire de départ est de 1 500 € net, et vous toucherez 85% durant les 2 mois d'essai. Il y aura beaucoup de tâches ingrates, du café aux photocopies. Acceptez-vous? Mon cœur bondit. C'était modeste, mais c'était une bouée de sauvetage. J'accepte. Merci de me donner cette chance. En sortant, je voulus crier de joie. J'avais un travail. Je reçus alors un SMS de Lucas, tu as déjà tout dépensé? Quand tu n'auras plus rien, reviens te mettre à genoux devant maman. Peut-être que je reconsidérerai la chose. Je souris, tapai 3 mots, rêve toujours, chérie, puis je bloquai son numéro. Le deuxième jour de travail, alors que je classais de vieux dossiers dans les archives, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je décrochai. Une voix jeune, aiguë et arrogante résonna, « Allô, c'est bien Manon? C'est Inès. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Celle que Lucas aime vraiment. Inès. La secrétaire et maîtresse. Celle qui avait envoyé, j'attends depuis 2 ans, à 1 heure du matin.
Je répondis calmement, « Bonjour Inès. Je vous connais. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai 30 000 € et ma liberté. Que me voulez-vous » Inès marqua un temps d'arrêt, surprise par mon calme. Elle changea de ton, devenant plus agressive, « Ne jouez pas à la sainte. Je vous appelle pour récupérer les 30 000 €. C'était l'argent que Lucas avait promis pour notre maison. C'est un bien commun, vous n'avez pas le droit de tout garder. Je posai le dossier. Cette fille était d'une naïveté touchante, ou aveuglée par l'avidité. Mademoiselle Inès, il me semble que vous confondez tout. Ces 30 000 € sont un accord de dédommagement écrit et signé par Lucas. C'est le prix qu'il a payé pour mon silence, pour son poste de directeur adjoint, et pour sa liberté d'être avec vous. Elle hurla, « Je me fiche des papiers. Lucas a des dettes à cause de vous, nous ne pouvons pas acheter de maison. Vous êtes une femme avide. » Je laissai échapper un rire sonore. Avide ? 7 ans de ma vie à travailler gratuitement pour récupérer un petit capital pour ma fille, et on m'appelle avide ? Si on parle d'avidité, regardez-vous. L'argent qu'il a dépensé pour vos sacs de marque et vos voyages pendant 2 ans, c'était l'argent de notre ménage. Si je portais plainte pour récupérer ces sommes, pourriez-vous les rembourser ? Silence au bout du fil. Je savais que j'avais touché juste. J'ajoutai le coup de grâce, « Je vous conseille de raccrocher et de bien vous occuper de Lucas. Il est à vous maintenant, tout comme sa mère paralysée. Ne me dérangez plus, ou j'envoie toutes les preuves de votre adultère à vos parents. » Je raccrochai et bloquai le numéro. Plus tard, par Valérie, une ancienne voisine, j'appris ce qui se passait dans la maison de campagne. Valérie me raconta que Lucas avait engagé une nouvelle aide-soignante via une agence. Une femme robuste mais impatiente. Elle cuisinait trop salé et manipulait Monique brutalement, la faisant hurler de douleur. Tu n'imagines pas, Manon. C'est la foire là-bas. Monique, habituée à ta douceur, insulte la nouvelle, jette des objets. L'aide-soignante a démissionné au bout de 3 jours en réclamant son dû. Je n'en tirais aucune joie sadique, mais je réalisais la valeur de ma patience passée. Valérie baissa la voix, et sa petite maîtresse. Elle est venue l'autre jour. Parfumée comme une cocotte. Monique a hurlé que ça puait et a vomi sur le lit. La fille a crié et s'est enfuie en courant, laissant Lucas nettoyer. J'imaginais Lucas, le cadre toujours impeccable, les manches retroussées, nettoyant les souillures sans moi. Il comprenait enfin ce que signifiait ma vie, oisive, à la maison. La routine s'installa, mais il me manquait quelque chose. En voyant des affiches publicitaires, mes doigts me démangeaient. J'avais été une étudiante brillante en design graphique avant que le mariage n'enterre mes rêves. Un soir, j'appelai Pierre, mon ancien professeur. Il fut ravi d'avoir de mes nouvelles et me mit en contact avec Léo, un de ses anciens élèves qui tenait un studio de design. Le lendemain, je rencontrai Léo dans son atelier situé dans un vieil immeuble rénové. L'odeur du café et de la peinture acrylique flottait dans l'air. Léo, un homme à lunettes rondes au style bohème, regarda mes mains. Manon, le design est un métier cruel. 7 ans sans toucher une tablette graphique. Êtes-vous sûr d'avoir gardé le coup d'œil ? Je répondis sincèrement, la technique est peut-être rouillée, mais ma compréhension des émotions humaines s'est affinée. Je crois que le design ne sert pas juste à faire joli, mais à raconter une histoire. Léo me donna un test, 30 minutes pour esquisser l'identité visuelle d'un café-librairie pour femmes seules cherchant la paix. Je dessinais une tasse de café stylisée en forme de bras qui enlace, avec des tons chauds et du turquoise. Léo regarda le dessin et sourit, « Bienvenue dans l'équipe. Je vous paie à la tâche. » Ma vie devint une course effrénée. Lever à 5 heures pour préparer le petit déjeuner de Chloé et repasser son uniforme. Travail de bureau la journée. Le soir, après avoir couché Chloé, je travaillais sur mes designs jusqu'à tard dans la nuit. Mais chaque projet terminé était une brique de plus pour notre avenir. J'appris que Lucas buvait beaucoup. Inès lui mettait la pression pour le mariage, prétendant être enceinte. Monique hurlait après son fils. Un jour, Lucas m'appela depuis le fixe du bureau. Il ne dit rien au début. Je sentis son désespoir. Si tu ne dis rien, je raccroche, je suis occupé à gagner ma vie. Il demanda d'une voix rauque, Manon, est-ce que toi et la petite allez bien ? Je répondis, mieux que jamais.
Occupe-toi de ta nouvelle famille. J'ai entendu dire que tu allais être papa. Félicitations. Je raccrochai. Un après-midi pluvieux, l'école à plat. Chloé avait 39,5 de fièvre. Je quittai le bureau en trombe. À l'hôpital, alors que je tenais ma fille brûlante de fièvre, une infirmière demanda sèchement, « Et le père? Pourquoi êtes-vous seul? C'est dangereux cette fièvre. » Je me figeai. Le père était occupé à gérer ses propres désastres. Je ravalai mes larmes et mentis, il est en déplacement professionnel. J'ai l'habitude. Cette nuit-là, à l'hôpital, je regardais mon compte en banque. J'avais de l'argent, mais l'argent n'achetait pas une épaule sur laquelle s'appuyer. Pourtant, au matin, quand la fièvre tomba, je me promis d'être forte. Je serais à la fois père et mère. Quelques jours plus tard, de retour à la maison, Chloé me posa la question redoutée, « Maman, à l'école, on dit que je n'ai pas de papa parce que je suis méchante. C'est vrai? Pourquoi il ne vient pas? » J'étreignis ma fille, le cœur brisé par la cruauté des enfants et l'absence de Lucas. Je choisis de mentir pour préserver son cœur, « Non ma chérie. Papa est un super-héros, il construit des maisons pour tout le monde très loin d'ici. Il t'aime très fort, mais il ne peut pas rentrer tout de suite. » Chloé sécha ses larmes, rassurée. Le karma finit par frapper Lucas. Camille m'appela, excitée, « Manon. C'est la fin pour Lucas. Il y a une enquête interne. On l'accuse de pots de vin et de fausses factures. Et devine quoi? C'est Inès qui a fourni les preuves. Inès, voyant que Lucas ne pouvait plus lui offrir le luxe promis, l'avait trahi pour se protéger ou se venger. Lucas était fini. Lucas m'envoya des messages délirants m'accusant de complot. Je les effaçai sans répondre. Je me concentrai sur le dessin d'un ciel bleu espoir que Chloé coloriait. Un week-end d'automne, j'emmenai Chloé au parc. Un homme s'approcha. C'était Lucas, mais méconnaissable, mal rasé, vêtements froissés, le regard cerné. Il demanda à voir sa fille. J'acceptai pour 10 minutes. Chloé eut peur de cet étranger. Lucas lui tendit une barrette en plastique rose bonbon, bon marché. C'est pour toi, tu aimes le rose, non? Chloé remercia poliment mais se cacha derrière moi. Elle détestait le rose, elle préférait le bleu. Il ne savait rien d'elle. Lucas repartit, seul et voûté. En rentrant, Chloé jeta la barrette au fond d'un tiroir. Il ne sait pas ce que j'aime, maman. Peu après, Lucas fut licencié et dut vendre sa voiture pour rembourser l'entreprise et éviter la prison. Inès le quitta le soir même, avouant que sa grossesse était un mensonge, emportant ses sacs de luxe. Monique hurla de désespoir en réclamant mon retour, mais c'était trop tard. Pour le réveillon de Noël, j'emmenai Chloé chez mes parents dans un petit village de Normandie. Nous prîmes le TER. L'odeur du bœuf bourguignon de ma mère et le rire de mon père nous accueillirent. C'était le premier vrai Noël paisible depuis des années. Loin des corvées chez Lucas, je me sentais revivre. Je reçus un texto de Lucas, « Joyeux Noël. » Pardon. Je l'effaçai. Au printemps, je fus promu responsable d'équipe RH et communication interne. Mon salaire augmenta considérablement. J'étais fier. Mais un soir, le téléphone sonna. C'était Monique, en pleurs. « Manon, sauve Lucas. Il a eu un accident. » Lucas, ruiné, travaillait au noir sur un chantier. Il était tombé d'un échafaudage. Jambes brisées, opération urgente nécessaire, pas d'assurance pour couvrir tout ça. Monique suppliait pour de l'argent. Après une nuit d'insomnie, je retirai 2000 € l'exacte somme qu'il m'avait jetée lors du divorce. J'allai à l'hôpital. Lucas était dans un lit, la jambe suspendue, Monique en larmes à côté. Je posai l'enveloppe. C'est pour Chloé, pour qu'elle n'ait pas un père infirme. C'est la dernière fois que je vous aide. Lucas pleura, promettant de rembourser. Je répondis, rembourse en étant un père décent. C'est tout ce que je demande. Je partis, me sentant enfin totalement libéré. Je m'achetai un bouquet de tournesol sur le chemin du retour. Les années passèrent. Chloé grandit. Un jour, elle me montra une rédaction scolaire notée 10/10, ou plutôt 20/20. Le sujet, la personne que j'admire le plus.
Elle avait écrit sur moi. Ma mère est une super-héroïne. Elle ne porte pas de cape, mais elle porte notre famille. Je pleurais de bonheur. Un automne, Lucas m'appela. Il allait se remarier avec Clara, une ouvrière d'usine, originaire du même village que Monique. Une femme simple et bonne qui acceptait sa situation et sa mère invalide. Il vint nous voir. Clara était gentille avec Chloé. Lucas semblait apaisé, ayant appris l'humilité. Grâce à mes économies et mon travail acharné, j'achetai une petite maison de 60 mètres carrés en banlieue. Ce n'était pas un château, mais c'était à moi. Camille m'aida à déménager. Le soir, sur le balcon, je dis à Chloé, c'est notre royaume. Personne ne nous en chassera. Un jour, en passant près d'une zone commerciale, Chloé pointa du doigt un petit stand de nourriture ambulant. C'était Lucas et Clara. Ils vendaient des sandwichs et des paninis. Lucas, boitant légèrement, s'activait au grill. Il avait l'air fatigué mais serein. Clara lui essuyait le front. Chloé courut vers eux. Lucas l'accueillit avec un immense sourire. Je restais en retrait, observant cette scène. Il avait perdu sa fortune mais trouvé une paix qu'il n'avait jamais eue. Il me fit un signe de tête respectueux. Je répondis de même. Dans la voiture, au retour, Chloé me demanda, « Maman, tu ne regrettes pas ? Si tu étais resté, papa serait peut-être encore riche. » Je lui répondis fermement, « Jamais. La richesse de papa était bâtie sur mon sacrifice. En partant, j'ai trouvé ma propre valeur. Et regarde papa, il est plus heureux maintenant qu'avant. Le bonheur ne s'achète pas, il se construit. » Le jour de la remise des diplômes de Chloé arriva. Elle était major de sa promotion en école de commerce. Sur l'estrade, elle prononça son discours, « Je remercie mon plus grand professeur, ma mère. Elle m'a appris qu'une femme peut tomber, mais qu'elle doit toujours se relever. » Dans la salle, je vis Lucas, caché au fond, les yeux humides. Il savait que c'était grâce à moi. Chloé descendit de l'estrade et me donna son diplôme. « C'est pour toi, maman. » J'avais gagné. Non pas contre Lucas, mais j'avais gagné ma vie.